Bonjour, vous vous posez certainement des questions sur l'origine et l'implantation de la maçonnerie en France. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons vous donner les premières réponses. Deux premières hypothèses, la présence de francs-maçons dans la suite du roi en exil Jacques II Stuart, qui s'installe à Saint-Germain-en-Laye en 1688, et la possibilité d'une loge à Dunkerque en 1721, avec des protagonistes identiques à ceux que nous allons retrouver à Paris quelques années plus tard. Ces pistes ne peuvent être écartées, mais les sources sont trop minces pour en tirer une certitude. À ce jour, la première loge pour laquelle l'historien a suffisamment de sources, quoique contradictoire quelquefois, est une loge parisienne créée vers l'année 1725. Cette formule de datation prudente, nous la devons à Jérôme Lalande, fondateur de la loge des Neuf Sœurs, qui rédige en 1773 une notice sur les francs-maçons pour l'encyclopédie. Il indique que 3 personnages, Maclean, le comte de Derwentwater et Hegerty, y auraient implanté la franc-maçonnerie. Deuxième source antérieure, un tableau des loges de la première grande loge de France, daté des années 1760, qui mentionne une loge Saint-Thomas, à Paris, créée le 12 juin 1726, avec pour vénérable un certain Thomas-Pierre le Breton, qui se réunissait à l'auberge du Louis d'Argent. Enfin, cette loge apparaît dans un tableau des loges reconnu par Londres, dans une célèbre gravure de Picard en 1735. On peut donc dire en effet que la maçonnerie s'implante en France vers 1725, ce qui fait 300 ans aujourd'hui, bien qu'il y ait encore des zones d'ombre dans cette histoire complexe. Dans les années 1720-1730, les premières loges parisiennes se concentrent dans un même quartier de la rive gauche, le faubourg Saint-Germain, du nom de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés sur les terrains de laquelle il se situe. Ce faubourg est aéré et bucolique, presque villageois, mais aussi très animé, avec de nombreuses échoppes, restaurants et cabarets, ainsi qu'une foire célèbre où se produisent de nombreux spectacles. Il est alors en vogue. Les financiers aristocrates, délaissant Versailles, font construire leur hôtel particulier, doté de vastes jardins, comme la duchesse de Bourbon qui vient d'y faire bâtir un palais. Ce quartier à la mode, que l'on appelle alors le noble faubourg, attire évidemment les étrangers, séduits par l'atmosphère de ce Paris à la fois distingué et presque campagnard. C'est notamment le cas de la communauté anglaise, composée pour beaucoup de partisans de la dynastie déchue des Stuart, qui aiment à s'y retrouver assez naturellement. C'est donc là que la maçonnerie parisienne prend son essor dans la deuxième moitié des années 20. Comme à Londres, les premières loges se réunissent dans des arrière-salles de cabaret ou chez de simples traiteurs, charcutiers ou marchands de vin. La première d'entre elles se serait réunie chez un traiteur à l'enseigne du Louis d'Argent, dans la rue des Boucheries. Fidèle à son nom, la rue comportait encore à l'époque une vingtaine d'échoppes de bouchers, dont les cours servaient d'abattoir et qui côtoyaient des cafés et cabarets où se retrouvaient intellectuels et comédiens en quête d'embauche. D'autres loges naissent rue Sainte-Marguerite, rue du Four et bientôt rue du Pan et rue de Bussy. Toutes ces rues attenantes convergent avec celle des Boucheries vers un petit marché touchant l'abbaye. La loge de Bussy-Aumont se réunira dans les années 1730 rue de Bussy chez un traiteur célèbre, Nicolas Alexis Landel, cabaretier qui était aussi maître tailleur. Son hôtel de Bussy est bien connu, très fréquenté par des gens de lettres. Quelques décennies plus tard, Casanova écrira dans ses mémoires que l'on y fait excellente chair grasse et maigre pour 6 francs par tête. Il y en a, dit-on, pour toutes les bourses, et l'on y sert des dîners copieux au prix de 3 à 24 livres, soit de 30 à environ 300 €. L'historien a besoin de documents, et quels sont les documents dont on dispose sur les débuts de la franc-maçonnerie en France? Alors, disons-le tout de suite, on ne dispose pas de documents contemporains de 1725 ou de 1726. Les premiers documents, on y reviendra, sont dans les années 1730, mais il y a une première histoire de la franc-maçonnerie qui est faite par Jérôme Lalande dans l'encyclopédie et dont on a des raisons de penser qu'elle est crédible. Elle est crédible d'abord parce que Lalande a des témoins de cette époque. À la formation du Grand Orient, on va aller chercher le frère Carbonel, qui était à l'élection du comte de Clermont en 1743, le frère Le Lorrain, qui était un des fondateurs de Bussy-Aumont en 1736, et même le frère Puisieux, qui avait été vénérable en 1729. Lalande dispose de témoins directs des tout débuts de la franc-maçonnerie française. Alors, quels sont les documents les plus anciens de la franc-maçonnerie française? Le plus ancien et le plus important, ce sont les devoirs enjoints aux francs-maçons de 1735, un document essentiel qui est une sorte de traduction libre d'un passage des Constitutions d'Anderson et qui, dans ses certifications, nous donne la série des premiers grands maîtres, le duc de Wharton, Maclean et Radcliffe Derwentwater. Et donc, ça nous donne un début d'histoire de la franc-maçonnerie française, attesté à peine 10 ans après
les tout débuts de 1725. Et puis ensuite, le grand document, c'est bien sûr le discours de Ramsay, 1736, qui est un véritable programme intellectuel pour la franc-maçonnerie française. En première partie, Ramsay explique que la franc-maçonnerie, c'est l'humanisme, et dans la deuxième partie, c'est l'initiation. Et puis, pour les premiers registres de loge, le plus ancien, c'était, on va voir pourquoi, le registre de la loge Custos-Villeroy, qui a été saisi par la police en 1737. Et ça a été longtemps le plus ancien témoignage de la vie d'une loge. Et puis il y a quelques années, dans les fameuses archives russes, on a retrouvé le livre d'architecture de l'Anglaise avec la première tenue le 25 avril 1732. C'est maintenant le plus ancien document maçonnique français matériellement. Alors tout ça, ça peut paraître très ancien, vraiment la préhistoire de la franc-maçonnerie, mais il y a quand même des continuités qui nous touchent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le frère Le Lorrain, dont on a parlé tout à l'heure, qui est fondateur de Bussy-Aumont en 1736, il va participer à la fondation du Grand Orient en 1773 et il est graveur, donc on va lui demander de faire le sceau du Grand Orient. Et le sceau du Grand Orient que nous utilisons aujourd'hui, eh bien c'est une évolution du sceau fait par le frère Le Lorrain en 1773, lequel frère maçonnait depuis 1736. J'espère qu'on a pu vous apporter les réponses à ces questions sur l'origine et l'implantation de la franc-maçonnerie en France et sur la plus ancienne et la plus importante obédience qu'est le Grand Orient de France.